Les arnaques contre les personnes âgées ne volent pas seulement de l'argent. Elles détruisent des vies en silence. Ici, le piège le plus cruel n'est pas celui qu'on voit venir. C'est celui qui vous répond avec la voix d'un proche. Numéro 10. L'arnaque à la loterie du Maryland de Keno Romario Brown. La lettre vous dit que vous avez gagné. Puis vient le drapeau rouge. Il faut d'abord payer des taxes ou des frais, par chèque ou par virement, avant de pouvoir toucher le lot. C'est une fraude à l'avance sur loterie. Et dans un tribunal fédéral du Maryland, elle a envoyé Keno Romario Brown de Yatesville en prison. Brown avait 26 ans. Il utilisait le courrier et les communications électroniques pour cibler des personnes âgées partout aux États-Unis avec de fausses annonces de loterie et de tirages gagnants. Le lot servait d'appât. Le paiement initial était le véritable modèle économique. Plus de 100 victimes âgées ont été flouées pour des pertes qui ont dépassé 775 000 $. Brown a été reconnu coupable le 12 mars 2020, puis condamné en janvier 2021 à 8 ans de prison fédérale. Aucun chèque de loterie n'allait arriver. Le seul argent bien réel, c'était celui que les victimes envoyaient. Ensuite, le même piège aux frais initiaux passe des faux gains aux fausses relations. Numéro 9. Le stratagème de loterie et de romance en Arizona de Sherwayne Benjamin Belinfanti. Je garde le hook en tête et je reformule en français naturel, avec le ton sombre et le rythme de voix off. Je vérifie aussi que les références visuelles restent couvertes sans coller à l'anglais mot à mot. Le 20 mai 2026, Sherwayne Benjamin Belinfanti, aussi connu sous le nom de Iceman, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de l'Arizona. Les procureurs ont indiqué que ce ressortissant jamaïcain avait été extradé vers les États-Unis dans une affaire de loterie et d'escroquerie sentimentale visant une habitante âgée de l'Arizona. Le procédé était brut. La victime était invitée à envoyer de l'argent à travers les États-Unis et à verser des fonds à différents relais pendant que les complices maintenaient la pression avec des fleurs livrées à son domicile et des messages d'amour ajoutés en parallèle. C'est là que l'on comprend le mécanisme. Il ne s'agissait pas seulement d'une fausse promesse de gain, mais d'un appât destiné à garder la victime émotionnellement accrochée pendant que l'argent circulait. La couche sentimentale n'a rien adouci. Elle a simplement rendu l'arnaque plus facile. Le cas suivant reprend le même schéma, avec une demande d'argent plus rapide et beaucoup moins de temps pour reprendre son souffle. Numéro 8. La fraude amoureuse de Solomon Egosa Wilfred à Coon Rapids. À Coon Rapids, dans le Minnesota, Solomon Egosa Wilfred utilisait de fausses identités pour maintenir la pression, en se faisant passer pour un haut diplomate américain, puis pour un officier militaire, tout en visant surtout des victimes âgées. L'opération a reposé sur plus de 400 colis de victimes, et chacun d'eux enfonçait un peu plus l'arnaque. Le 17 novembre 2023, cet homme de 43 ans a été condamné à 36 mois de prison et a versé 1 356 995 $ de restitution. Voilà le signal d'alerte à repérer. Un prétendu diplomate ou un faux militaire qui reste pressant, flatteur et toujours juste assez loin pour exiger encore un colis, encore un transfert, encore une étape. 400 colis, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une chaîne de livraison au service de la tromperie. Et ensuite, l'escroquerie cesse d'attendre le courrier et envoie quelqu'un à la porte. Numéro 7. Affaire de coursier dans une arnaque aux grands-parents en République dominicaine. En 2024, l'arnaque aux grands-parents avait déjà sa chaîne d'appel en République dominicaine et un dossier fédéral ouvert dans le New Jersey. Les procureurs décrivaient des opérateurs au casque, anonymes, installés dans des centres d'appel qui se faisaient passer pour des petits-enfants, des avocats, des agents de tribunal ou d'autres employés du système judiciaire. Toujours le même scénario d'urgence. Votre petit-fils a été arrêté. Votre petite-fille a eu un accident. Il ne faut pas appeler les parents. Il ne faut vérifier auprès de personne. Il faut trouver de l'argent liquide, tout de suite. Dans une cuisine silencieuse, face à un téléphone, c'est cette mise à l'écart qui devait alerter. Une vraie aide juridique n'a pas besoin d'isoler une personne âgée pour fonctionner. D'après les documents d'accusation, des coursiers récupéraient l'argent auprès de victimes âgées, parfois directement sur le pas de la porte, ou transportaient les fonds une fois les appels terminés. Des enveloppes de billets passaient de main en main. Une voiture banalisée pouvait attendre au bord du trottoir. Et derrière chaque appel, il y avait souvent la même solitude exploitée, celle d'une personne âgée qu'on pousse à paniquer avant qu'elle ne puisse réfléchir. L'une des coursières qui a reconnu les faits n'était pas une simple intermédiaire, prise au hasard dans la rue. C'était une ancienne employée de la Social Security Administration, exactement le genre de profil proche de l'administration qui rend une fausse crise judiciaire encore plus crédible.
Les appels venaient de l'étranger. L'argent circulait à la main. Voilà la machine. Numéro 6. L'arnaque nationale aux grands-parents de San Diego. Une personne âgée ouvre sa porte avec une enveloppe pleine d'argent liquide, parce qu'une voix au téléphone lui a juré que son petit enfant était en prison et qu'il fallait payer la caution tout de suite. C'est le scénario décrit par les procureurs fédéraux de San Diego lorsqu'ils ont rendu public un acte d'accusation de janvier 2020 et un visant Christopher Durant et 7 autres personnes dans une vaste affaire d'escroquerie aux grands-parents à l'échelle nationale. Le dossier passait par le comté de San Diego, mais les victimes, elles, vivaient partout aux États-Unis, dans des quartiers ordinaires, derrière des façades de banlieue comme les autres. Le signal d'alerte tient en une consigne. Ne prévenez personne. Pas les parents, pas le conjoint, pas un véritable greffier du tribunal. Personne au bout du fil familial qui pourrait répondre et faire tomber l'histoire. L'isolement, c'est l'outil. Une fois la victime âgée effrayée, seule dans la pièce, avec le combiné devenu menaçant, l'opération présumée envoyait un coursier ou un chauffeur jusqu'à son domicile pour récupérer l'argent. Sur le pas de la porte, l'échange se faisait dans le silence. Puis la porte se refermait, Judas fermé sur le vide. Selon les procureurs, des victimes âgées ont perdu des millions de dollars. L'appel fabriquait la crise. Le coursier emportait l'argent. Cette arnaque ne se contentait pas d'atteindre un compte bancaire. Elle venait jusqu'à la porte d'entrée. Numéro 5. Le réseau d'arnaque sentimentale à $8 millions de Frédéric Coumi. Pire encore, quand l'arnaque arrive jusqu'à la porte d'entrée, le bruit suivant est plus discret. C'est ce petit ping d'un message de rencontre qui transforme la solitude en bilan comptable. À partir de là, la seconde moitié devient plus sombre, parce que la cible n'est plus un seul grand-parent terrifié à la fois. Dans une affaire fédérale aux États-Unis, en Ohio, datée du 14 juillet 2026, les procureurs affirment que Frédéric Coumi, un ressortissant ghanéen de 31 ans, a aidé à diriger une opération d'escroquerie sentimentale qui a soutiré plus de $8 millions à plus de 80 victimes âgées. Le dossier indique aussi qu'il utilisait les noms Emmanuel Kojoba Obeng et Abu Trika, un signal d'alerte qui révèle des identités changeantes derrière le même scénario émotionnel. Le mode opératoire présumé était patient et intime. Photos de profil, messages sur les sites de rencontres, affection en ligne, puis demande d'argent. C'était l'amour utilisé comme infrastructure. Et la prochaine affaire pousse cette extraction encore plus loin. Numéro four. Daniel James Bolte, l'aspirateur humain de l'Iowa. Le signal d'alerte suivant, ce n'était pas un inconnu au téléphone. C'était un visage familier, debout dans l'allée. Selon les procureurs fédéraux, Daniel James Bolte a approché des personnes âgées dans l'Iowa rural de Harlan à Council Bluffs entre les années 2,5 et 2 ans en terre-teinte. Il ciblait surtout des veuves âgées, des personnes isolées, qui avaient besoin d'aide tout près de chez elles. Au départ, tout semblait inoffensif. Des petits travaux, des trajets en voiture, une présence aimable sur le perron. Puis les services rendus sont devenus des accès, les clés de la maison, l'intérieur vide d'une ferme, un vieux pick-up dans l'allée, du matériel agricole vendu aux enchères, des comptes bancaires qui se vidaient. Peu à peu, des biens, des véhicules, des équipements et de l'argent ont quitté les mains des victimes pour passer à sa portée. Une femme âgée a vu son quotidien et ses finances s'effondrer après que Boelt se soit installé dans sa routine, comme quelqu'un sur qui elle croyait pouvoir compter. Voilà le signe rouge que l'on aurait pu repérer. Au début, cela ne ressemblait pas à de la pression, cela ressemblait à de la dépendance. Des personnes âgées attendaient, seules, près d'une fenêtre. Des portefeuilles se retrouvaient vides, des tables de cuisine restaient silencieuses. Les procureurs fédéraux l'ont ensuite poursuivi en Iowa pour des infractions liées à la fraude, après des pertes estimées à plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce n'était pas une fraude à distance, c'était la proximité transformée en arme. Numéro 3. Le projet de mariage de John Michael Gatchell à Virginia Beach. L'arme, c'était un certificat de mariage. À Virginia Beach, en Virginie, John Michael Gatchell, 55 ans, a plaidé coupable le 18 avril 2019 après que les procureurs ont expliqué qu'il avait épousé une femme âgée aux facultés mentales déclinantes et lui avait pris près de 157 000 $. Ce n'était pas une arnaque téléphonique ni une fausse promesse de loterie. C'était du papier légal utilisé comme couverture. Gatchell et sa compagne de longue date ont organisé ce mariage, puis se sont servis de son statut d'époux pour se rapprocher de l'argent de la victime et de sa capacité à résister. Voilà le vrai signal d'alerte. Le document paraît banal. Le pouvoir qu'il cache, lui, ne l'est pas. Une fois que ce mariage lui a donné une légitimité, un accès et une histoire plus propre, le détournement a pu se dissimuler en pleine lumière. Numéro 2.
Fraude d'Eric C. Cohn à l'assurance invalidité de la Social Security. Eric C. Cohn faisait paraître des dossiers d'invalidité déjà approuvés avant même que les vraies questions ne soient posées. Dans les villes minières de l'Est du Kentucky et de Virginie occidentale, cet avocat a bâti l'un des plus grands montages frauduleux liés aux prestations d'invalidité de la sécurité sociale dans l'histoire des États-Unis. Le signal d'alerte, c'était la répétition. Encore et encore les mêmes signatures, les mêmes dossiers acceptés, les mêmes formulaires qui semblaient passer comme sous un tampon. Le juge administratif David B. Dougherty validait affaire après affaire pendant que Cohn faisait avancer les demandes grâce à des pots de vin et à des preuves médicales falsifiées. Des médecins fournissaient de faux documents. Dougherty approuvait presque mécaniquement. Et Cohn encaissait ses honoraires sur un système censé protéger les travailleurs handicapés. La fraude a été révélée dans les années 2010 et l'ensemble du dispositif représentait plus de 550 millions de dollars en prestations d'invalidité frauduleuses sur toute une vie. Puis, les conséquences sont retombées sur ceux qui pouvaient le moins les supporter. Des demandeurs vulnérables et handicapés, parmi eux des personnes âgées, ont dû faire face à des réexamens, à des paiements suspendus et à la peur de perdre leur seul revenu de base. Des avis de coupure posés près d'une canne, des portefeuilles vides à côté des médicaments, des salles d'attente remplies d'angoisse, puis désertées. Cohn a coupé son bracelet électronique, a fui avant sa condamnation, puis a été arrêté hors des États-Unis. Ses clients, eux, sont restés au milieu des décombres. Numéro 1. Fraude funéraire de National Pre-Arranged Services. Une famille entre dans une agence funéraire persuadée que tout est déjà réglé. Le cercueil, le caveau, les soins, la cérémonie. Puis la facture arrive quand même. C'est cette trahison qui se cachait derrière National Pre-Arranged Services, une société de Saint-Louis, dans le Missouri, qui a vendu pendant des années des contrats obsèques prépayés avant de s'effondrer en 2008. Beaucoup d'acheteurs étaient des personnes âgées, organisant leurs propres funérailles pour éviter à leurs proches une dernière crise autour d'une table de cuisine, au pire moment. L'argent devait être placé dans des fiducies ou dans des contrats d'assurance vie. Mais selon les procureurs, des responsables l'auraient détourné vers des sociétés liées au groupe, avec Randall Sutton Cassidy parmi les figures centrales du dossier. Dans les bureaux vides, les couloirs d'entreprise et les salles d'archives des enquêteurs, les preuves ont fini par dessiner une mécanique froide. Les autorités fédérales ont rattaché environ 600 millions de dollars à la fraude, avec des dizaines de milliers de personnes touchées. Les condamnations fédérales sont tombées entre 2013 et 2015 dans les tribunaux du Missouri et devant la justice fédérale américaine, dont une peine de 10 ans pour Cassidy. Une nouvelle promesse de protection était devenue une machine privée à prélever de l'argent. Les familles avaient payé pour être tranquilles, puis elles ont reçu la facture.